On va parler du coup de confiance en soi et d'apprentissage. Donc c'est toujours l'histoire du cerveau, mais cette fois-ci on va l'aborder par rapport à la notion d'apprentissage. Et donc la confiance en soi. Alors avant ça, je voudrais vous citer non, je vous la donnerai après, une citation d'Henri Labouré qui est hyper importante. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi déjà? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi? Là, je vous pose la question. Croire en ce qu'on fait. Pardon? Croire en ce qu'on fait. Croire en ce qu'on fait. Comprendre qu'on a la capacité de pouvoir faire certaines choses. Comprendre qu'on a la capacité de pouvoir faire certaines choses, ok. Sentir ses capacités fiables. Sentir ses capacités fiables, ouais. Alors, moi j'ai mis utiliser au mieux ses forces. Ça, c'est ma définition, hein. C'est pas nécessairement la définition qu'il faut, hein. Il y a tout ça comme définition, mais moi j'ai choisi celle-ci. Je me suis dit, c'est quoi la confiance en soi? C'est être capable d'utiliser au mieux ses forces en contournant et en compensant ses faiblesses. C'est ça la confiance en soi. J'ai conscience de mes faiblesses, mais je sais que j'ai certaines ressources, certains potentiels pour pouvoir les compenser. Je ne peux pas être optimum en tout. Et je suis rarement optimum à 100%. J'accepte mes faiblesses. Avoir confiance en soi, ça commence par ça, pour moi. C'est arrêter de vouloir viser la perfection. Sinon, je ne ferai jamais rien dans ma vie. Hein. Notre prof de psychiatrie, là, en relation d'aide et dépendance, il nous disait, l'important, c'est de faire. C'est la fameuse blague que je vous raconterai une fois. Bref. Donc si j'en fais une verbalisation, c'est je connais mes limites et je suis capable d'en repousser certaines. C'est-à-dire non seulement j'ai conscience de mes limites, c'est-à-dire que je sais que dans cette zone-là, j'ai totale confiance, je maîtrise, mais je continue d'ouvrir et de repousser les limites de ce que je vais appeler ma zone de sécurité. Il y a une différence entre la zone de confort et la zone de sécurité. La zone de confort, c'est les pantoufles et les bretelles, c'est-à-dire je reste tranquille dans mon marasme, je connais et j'en sors pas, et je me pousse pas au cul, et j'exige pas de moi-même. Ça, c'est la zone de confort. La zone de sécurité, c'est ça. Là, je suis en sécurité dans cette zone-là. Je maîtrise cet espace de ma vie, de peu importe. Et je suis capable, la confiance en soi, c'est d'être capable aussi de les repousser. Donc ça veut dire parfois, ok, là je vais sortir de ma zone de confort et de ma zone de sécurité. Alors ma zone de confort, effectivement, mais aussi parfois, je vais me mettre volontairement en danger. Quand je me mets, moi pareil, je vous donne un exemple. Quand on lance nos activités, quand on bosse, il y a des choses qu'on n'aime pas nécessairement faire. Quand je fais une conférence, quand je m'inscris pour une conférence, là, je me suis encore inscrite pour une conférence au Salon du Bien-être là, à Limoges en octobre 2023. Inutile de vous dire que si ça tenait qu'à moi, je resterais chez moi près de mon poêle, je glandouillerais, si je pouvais avoir une alloc tous les mois, peut-être même je bosserais même plus, ou juste ce que j'ai envie de faire, et je pantouflerais comme ça, tranquille. Super. Je me mets en posture, parfois, de prise de risque. Ok, je vais me coller une conférence. Je ne sais pas encore sur quoi, je vais bosser là-dessus. Je me suis déjà inscrite. Je ne sais même pas de quoi je vais parler, il va falloir que je me démerde. Ouais, oui, je me mets en... On est obligé. Sinon, dans ta vie, tu ne repousses jamais tes limites. Et ça, c'est la confiance en soi. Je sais que je suis capable de le faire, mais je me mets des challenges. Bon, après, il y a des trucs, je ne suis pas capable de le faire. Je ne me mets même pas ce challenge-là. J'ai pas envie de traverser
elles y sont plus les Twin Towers, mais si elles y étaient encore, là comme Philippe Petit, je vais pas traverser sur un fil d'acier, sur un câble d'acier, les 2 Twin Towers. Si vous avez vu ce film de Philippe Petit, c'est extraordinaire. Ou si vous avez lu le bouquin de Philippe Petit, je me souviens plus du titre de son livre, mais c'est un grand philosophe et poète. C'est un fil de ferry, je sais pas comment on dit, un funambule. Extraordinaire. Alors lui, putain, la confiance en soi et repousser ses limites. Par rapport à la confiance en soi, en séance, j'utilise beaucoup, et dans ma vie aussi, j'ai toujours utilisé pour moi-même les héros que sont pour moi les gens de l'extrême. Les sports de l'extrême, les navigateurs en solitaire, la navigation, l'alpinisme, le funambule, le circassien, tous ces gens qui sont capables de repousser les limites incroyables de l'humain. Waouh! Pour moi, ça, c'est des maîtres. Et en fait, ces gens-là sont là pour nous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses. Et pour nous enseigner aussi, ça nous amène plein de philosophies qui peuvent nous porter. Moi, j'utilise beaucoup les métaphores de la navigation, de l'alpinisme. J'en ai déjà utilisé là, depuis ces 3 jours. Hein. Je vous ai dit, là, tu lâches pas le piton. Dans le jeu de la transformation, il y a l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, c'est toi, je crois, je ne sais plus qui a eu, c'est toi, je crois, Laurence, la carte, quelqu'un a retiré le filet de sécurité et tu as continué à avancer. Filet de sécurité, c'est les trapézistes, hein, tu vois, le trapèze, il y a un filet, puis à un moment donné, il n'y a plus de filet. Et tu sautes quand même. Ouais. Donc, tu vois, il y a tout un tas de métaphores qui vont être utilisées pour qu'on comprenne ce qui se passe. C'est ça la confiance en soi. Ni peur, ni doute, ni douleur, sérénité par rapport à la situation à gérer. Donc la confiance en soi, c'est une mise à disposition des ressources. Je dispose des outils nécessaires et je sais les combiner ensemble. C'est ça la confiance en soi. Ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais la confiance en soi n'est pas la témérité. Le courage n'est pas la témérité. La témérité, c'est de me mettre dans une posture dangereuse. En énergétique chinoise, ça correspond au méridien des reins. Méridien des reins, si je suis en carence énergétique au niveau de ce méridien, pas assez d'énergie du rein, zéro risque, zéro prise de risque, tout me fait peur. L'huile d'onction rein, implication dans la vie. Si vous regardez la phrase de l'huile d'onction des reins, là, si vous l'avez, si quelqu'un peut me la lire, parce que moi, c'est avec mon classeur foireux, là, j'arrive pas. Il doit être là. Si, je vais le retrouver. Voilà. Huile d'onction rein, eau, pardon, l'eau, mouvement de l'eau, l'implication, ça va être la peur de vivre. Et donc en positif, ça va être je m'implique dans ma vie avec détermination. Ça, c'est un mouvement de l'eau équilibré, rein vessie. Je m'implique dans ma vie avec détermination. Sinon, j'ai peur de vivre. Si je suis en retrait, la peur de vivre, je ne prends aucun risque. Et si je suis en excès, ça, c'est les bipolaires, hein, les maniaco-dépressifs, la phase maniaque. Je vais louer Bercy, j'ai commencé la trompette, je suis prêt. Non, mais rigolez pas, les mecs, les vrais bipolaires, hein, pas les faux. Hein, parce qu'il y a tout un tas de faux bipolaires. Aujourd'hui, les psychiatres, 3 secondes, allez, t'es bipolaire, tu prendras ces pilules. Non, t'es juste incapable de gérer tes émotions, hypersensible. Il faut juste que tu apprennes à revenir un peu sur terre. Un vrai bipolaire, un vrai maniaco-dépressif, il vous loue Bercy, il vient d'apprendre la trompette. Hein. Les mecs, ils témoignent, hein, les bipolaires maniaco-dépressifs qui témoignent, il y en a qui ont écrit des bouquins, qui ont témoigné, ils sont super endettés, ils ont tout perdu. Hein. Ils sont capables de faire des emprunts sur des projets complètement délirants. Après, ça se casse la gueule, ils tombent sur terre et là, ils s'enfoncent complètement, ils tombent en dépression. La barre, ils sont mis là, et c'était impossible, donc ils se sont effondrés. Ça, c'est énergie des reins, trop par excès. Et c'est ça la témérité. Tu mets la barre ici, ben ça va pas passer. C'est plus de la confiance en soi, ça. Quand je pars à 17 ans à la guerre de 14, la fleur au fusil, c'est pas du courage, putain. C'est complètement... Tu te rends pas compte. Quand je dis, ouais, il faut y faire la guerre en Ukraine, mais les mecs, mais vas-y, déjà t'y vas, au lieu d'en parler, vas-y. Hein. Et là, t'as perdu le sens commun, tu sais, tu te rends pas compte.
ce que c'est que la guerre. Ouh. Implication dans la vie, hein, on revient sur Terre. Donc la confiance en soi n'est pas la témérité. La confiance en soi, c'est la capacité à savoir jusqu'où je peux aller. Ok, ça je maîtrise maintenant. Maintenant, je peux repousser les limites et je vais plus loin. Et plus loin. C'est comme ça qu'on construit c'est comme ça que je construis ce stage, si vous voulez, cette formation en 5 stages. On y va progressivement. Sinon, je vous mets en insécurité. Vous allez péter votre confiance en vous. Et après, pour la remettre en place, banzai, quoi. Parce que le cerveau, il se souviendra que, ah non, là j'y arrive pas. Là, j'arrive pas. Je peux pas, j'ai peur. Je suis pas capable de le faire. Et c'est pas toujours facile à réparer. Okay. La confiance en soi, c'est une histoire de stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle, ça nous renvoie à quoi ? Au fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en instabilité émotionnelle ? Eh bien, mon cerveau limbique prend la main sur mon cerveau cortex. Quand j'ai la peur du serpent, quand j'ai la phobie de l'araignée, les gens qui ont des phobies, qui ont des peurs, je vous donne cet exemple basique, mais il y a plein de trucs différents dans l'émotion, bien sûr. Je ne peux plus réfléchir, je ne suis pas rationnelle. J'ai peur du feu, je saute par la fenêtre du 30e étage alors que les pompiers arrivent. Il suffit que je mette des serviettes, comme on m'a dit, sur la porte et que j'arrose et j'ai une chance de m'en sortir. Par contre, si je saute du 30e étage, j'en ai aucune chance. J'ai aucune chance. Et pourtant, beaucoup de gens vont le faire. C'est dingue. Hein, on n'est plus en mode réfléchir, on est en mode panique. Et donc, c'est pas la peine de se moquer des animaux. Moi, mon fils dit, mais ils sont cons les animaux, ils sautent devant la voiture. Je dis non, ils sont pas cons. Ils ont un cerveau limbique. Ils savent plus comment faire. Ils sont paniqués par les phares. Et nous, on réagit comme des gnous. Regardez les gens dans le métro, si jamais il y a un attentat, une alerte à la bombe, une explosion. Mais on va se piétiner, les amis, on va se piétiner comme les gnous. Il ne faudra pas nous juger, hein, comme on n'a pas le droit de juger les autres. À ce moment-là, on sauve notre peau parce que notre cerveau archaïque, son boulot, c'est de sauver ma peau, pas celle de l'autre. Ma peau. Alors, si je suis une maman et que j'ai un tout petit, normalement, je vais essayer de le prendre dans mes bras et de le sauver. Mais je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie à Oradour-sur-Glane, qui s'est passée à Oradour, dans l'église, la fameuse église où tout le monde a été enfermé et le feu a été mis. Eh bien, il y a une femme qui avait son petit, elle a laissé son bébé et elle a réussi à sortir par la fenêtre. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette femme ? Et comment elle a pu vivre la suite, cette femme ? L'horreur. Si vous lisez un bouquin qui s'appelle... c'est un bouquin sur la guerre et les femmes. La guerre n'est pas une affaire de femmes, je crois que ça s'appelle ce bouquin. La guerre n'est pas une histoire de femmes. Où l'auteur, c'est une femme, une historienne, sociologue qui travaille sur les femmes et la guerre. Elle explique que c'était chez les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est des Russes, un groupe de résistants, des gens qui s'échappent, se sont échappés, je ne sais plus, le contexte, peu importe. Ils se cachent à un moment donné dans une rivière, les soldats allemands les cherchent, il y a une femme avec son bébé, le bébé il pleure parce qu'il a faim, il pleure, elle va le noyer. Elle va le noyer parce que c'est l'affaire du groupe et sa survie. Alors là, c'est même plus du limbique. La nana, c'est froid dans sa tête. Hein. Vous imaginez la force qu'il faut pour faire un truc pareil. À un moment donné, tu sacrifies. Ton cerveau limbique, il va te dire, attends, c'est toi ou c'est lui ? Alors, ça va être lui. Parce que lui, sans toi, il ne peut pas survivre. Par contre, toi, sans lui, tu peux survivre. De toute façon, tu ne vas pas réagir, tu ne vas pas réfléchir. Hein. C'est un cerveau, c'est comme faire ça, tu vas enlever ta main. Donc, la confiance en soi, c'est une histoire de stabilité émotionnelle. Mon limbique, il est au repos. Mon cortex, il a
J'ai le pouvoir analytique de l'action. Je maîtrise totalement ma situation. Je suis calme avec mon environnement. Je suis en paix. Je me sens totalement adaptée à la situation. Okay. Alors maintenant, si je fais le lien avec le processus d'apprentissage, l'école. Comment on apprend au niveau du cerveau? Le processus d'apprentissage, ça repose sur deux choses. Là, vous êtes en train d'apprendre. Ça repose sur deux choses, attention et mémoire. Pour pouvoir apprendre, il faut d'abord être attentif, pouvoir garder l'attention. Et deux, il va falloir avoir de la capacité à mémoriser l'information. C'est deux processus de base de l'apprentissage. L'attention, eh bien, elle va être en lien avec notre reptilien. Ah ouais, il n'y a pas que le cortex pour l'attention. Il y a aussi le reptilien. C'est notre fameux système nerveux central dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'attention, elle est en lien avec la formation qui s'appelle la formation réticulée. Donc la formation réticulée, elle prend naissance dans le tronc cérébral, donc le reptilien, le système neurovégétatif, le système nerveux central, pour rejoindre les lobes frontaux. Et cette formation réticulée, elle a deux fonctions. Première, elle s'occupe des actes réflexes inconscients. Et deuxième, elle s'occupe de la focalisation de l'attention consciente. Lobes frontaux, système nerveux central. Il y a cette formation réticulée qui relie ces deux cerveaux. Un cerveau super évolué avec le cerveau super archaïque. Parce qu'il faut bien que tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc la focalisation de l'attention consciente, autrement dit, quand j'ai faim, plus j'ai faim, si j'ai soif, si je suis fatiguée, si j'ai mal ou si j'ai sommeil, bah ça va baisser mon attention. Et ce qui va augmenter mon attention, plus je vais être stimulée au niveau de mon attention, moins je vais avoir faim, sommeil et mal ou soif. Vous mettez des ados ou des enfants devant la télé, un écran, un jeu, un truc qui les passionne, ils n'ont pas faim, hein. Ils n'ont pas sommeil non plus. Passionnés, ils sont attentifs. Ok ? Bon. Vous nous mettez en cours, là, vous, si je continue mon truc là jusqu'à 2h de l'après-midi, là, au bout d'un moment, vous n'allez plus écouter du tout. Parce que vous commencerez à avoir faim. Et vous ne pouvez pas en même temps avoir faim et avoir de l'attention. Ça ne marche pas ensemble. C'est comme le système dont je parlais tout à l'heure, orthosympathique, parasympathique, ma lumière, elle ne peut pas être en même temps éteinte et allumée. C'est soit l'un, soit l'autre. Allumé, je suis attentif. Je ne m'occupe pas, voilà, j'ai pas faim, je sens plus la faim, la soif, etc. Éteint, parce que là j'ai trop faim, j'ai trop soif et non, je suis plus attentif. Vous me suivez? C'est ok? C'est à peu près clair, hein? Donc, pour augmenter l'attention, il faut augmenter bien sûr la notion d'intérêt, de plaisir et de stimulation quand on enseigne des choses. Et en même temps, il faut respecter le risque circadien, on appelle ça, je ne sais pas, enfin voilà, le respect biologique du corps. Donc il faut adapter l'enseignement au rythme. Il y a un temps dans la journée pour faire une sieste, un temps pour digérer, un temps pour aller manger, un temps pour boire, un temps pour se détendre et un temps pour être attentif. Pas être attentif H24, hein. Ça il n'y a que le système scolaire et les parents, parce que les parents sont redoutables avec leurs enfants. Il faut réussir, fais tes devoirs, t'as une mauvaise note, il faut leur donner des devoirs, faut qu'ils travaillent. Mais purée, lâche, tu vas juste en faire un névrosé. Et quelqu'un d'hyper mal dans sa peau, il sera diplômé, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'il va être mal? Il va s'apercevoir qu'il n'est pas heureux. Il va être bourré de pilules, en stress permanent. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est de la violence. Pour la mémoire maintenant, donc là je vous ai parlé de l'attention, hein, donc pour pouvoir, on reviendra après sur l'attention. Et après, donc il y a le deuxième aspect de l'apprentissage, c'est la mémoire. Alors il y a deux types de mémoire, la mémoire consciente et la mémoire non consciente. La mémoire consciente, c'est celle qui est sollicitée notamment lors des apprentissages scolaires. Ça, c'est la mémoire consciente. Là, ce que je vous demande, là, c'est de la mémoire consciente, hein. Je vous sollicite dans votre mémoire.
Donc ça concerne votre cortex. Vous faites fonctionner vos neurones. Vous raccrochez une information avec l'autre, vous essayez de faire les liens avec ma phrase d'avant, vous devez raccrocher tous les mots ensemble, vous décodez la phrase pour que ça fasse du sens, la phrase avec la phrase d'avant, essayez de comprendre le déroulé, en même temps suivre ce que je suis en train de dire et en même temps noter. C'est beaucoup de choses que vous faites là. Hein. Les gamins, ils font ça toutes les journées. Hein. Donc la mémoire consciente, elle va s'appuyer sur des informations qui sont préexistantes, des expériences. Ce que je vous expliquais rapidement, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 jours, c'est comme les petits wagons d'un train. Apprendre quelque chose de nouveau, il faut que je puisse le raccrocher à quelque chose. D'où la notion d'ésotérisme et d'exotérisme. Je ne peux pas donner de but en blanc au kidam des informations, des connaissances ésotériques. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les prérequis. Ça ne voudra rien dire pour lui. La connaissance ésotérique est réservée aux initiés, ceux qui ont suivi tout un processus, qui ont les petits wagons pour pouvoir, la locomotive et les petits wagons pour pouvoir continuer d'accrocher les wagons. On ne peut pas donner l'information brute directement. Mon fils aîné est passionné de physique quantique et de trucs comme ça. Je lui dis, mais pourquoi au système scolaire, là, vous faites encore de la physique newtonienne, là, des trucs, et pourquoi vous ne parlez pas de physique quantique ? Pourquoi on n'apprend pas la physique quantique dès le lycée ? Alors que c'est passionnant. Moi, ça m'aurait passionné. Et il me dit, mais maman, mais tu te rends pas compte de la complexité du truc ? On ne peut pas. C'est trop compliqué. Déjà, il faut se taper la physique newtonienne, etc. Déjà, la vieille physique qui est déjà extrêmement compliquée. On ne peut pas apprendre la physique quantique comme ça aux jeunes générations, aux étudiants et tout ça. C'est trop complexe, c'est extrêmement complexe. Il faut déjà avoir un très haut niveau de physique, on va dire conventionnelle, enfin de physique, je sais pas, de physique, hein, avant d'aborder la physique quantique. Ah bon, ok. Bon, je ne fais pas de physique. Bien, donc on a besoin effectivement de pouvoir avoir des wagons comme ça, hein, des informations préexistantes. Après, on a la mémoire non consciente. Alors, celle-ci, elle est engrammée. Et elle est classée selon les notions plaisir-douleur. On en revient à notre limbique. Mémoire non consciente. C'est un engramme, c'est-à-dire qu'il y a une trace, il y a une empreinte biochimique de la mémoire. C'est un moyen de mettre le passé au service du présent pour faciliter la gestion des situations. C'est le boulot de mon limbique, c'est la mémoire non consciente. Ça va ? Oui, j'écoute. Tu es épuisé. Vous buvez de l'eau, hein ? Non, j'écoute, c'est que je t'enregistre en fait. Ouais, bah, ça va être, je la mettrai sur le Drive aussi, la vidéo. Puis je vais essayer de la mettre sur YouTube aussi. Ça intègre aussi la mémoire familiale. Alors là, on est en transgénérationnel. La mémoire non consciente, ce n'est pas que de la mémoire d'expérience, c'est ce que je vous disais, on abordera ça plus tard quand on abordera l'histoire de la mémoire transgénérationnelle et qu'on abordera la mémoire cellulaire. Donc cette mémoire non consciente, c'est un programme de survie. Je ne réapprends pas à l'enfant à marcher sur ses 2 micro-pieds. Vous imaginez le calcul qu'il faut faire pour faire marcher un robot sur les 2 petits pieds là, ridicules, là, avec tout mon poids du corps, en verticalité. Et ben, le petit enfant, il apprend, il va tomber au moins 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Il maîtrisera la marche au bout de 7 ans. Il faut 7 ans au petit homme pour vraiment maîtriser la marche. C'est pour ça que les petits enfants ils se cassent la gueule tout le temps. Il ne faut pas les engueuler. C'est que ça met du temps pour le cerveau de calculer tout ça. Mais c'est engrammé, hein. C'est engrammé la connaissance. Les animaux, chaque espèce animale sait quelle plante manger pour se soigner, quelle plante manger pour se nourrir et quelle plante il ne faut surtout pas manger. Alors il y a toute une transmission acquise. Les animaux apprennent à leurs petits beaucoup de choses, mais il y a une part d'inné. Et nous aussi. Parfois, on a envie de manger un truc.
Parfois, quand on est malade, on dit écoute ton corps. Moi, quand je suis malade, j'écoute mon corps. Ça m'a toujours fasciné quand on dit bah t'as de la fièvre, faut te découvrir. Bah non, j'ai froid. Ah non, mais faut se découvrir. Bah non, je t'emmerde. J'écoute mon corps. J'ai pas envie d'avoir froid, j'ai envie d'avoir chaud. Alors laisse-moi suer. J'ai besoin de ma fièvre parce que c'est comme ça que je vais guérir. Je me suis toujours soignée comme ça marche très bien. J'ai pas besoin de ta médecine, tes médicaments, on veut pas. Et puis quand j'en ai besoin, je le sais. Mais ça va toujours. Tu sais, les bébés, ils ont de la fièvre, il faut le découvrir. Ben, je sais pas, moi, quand j'ai de la fièvre, j'ai froid. Alors le bébé, moi, de toute façon, il n'a pas le choix. Il subit. Il subit. Hein. Je sais pas s'il a chaud ou s'il a froid, donc voilà. Mais on s'adapte. Hein. On a une espèce de connaissance et de compréhension intuitive de ce qui est bon pour nous. Et parfois, on sait qu'il faut qu'on mange ça. Moi, je me souviens, quand j'étais enceinte, au début, je le savais. Enfin, j'avais envie de manger du poisson, des fruits de mer, des trucs. Tu vois, et quand tu apprends après l'énergétique chinoise, tu comprends le lien. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Une fois, je fais une séance à une nana, puis je lui dis, il va falloir un renforcement à domicile, on tombe sur le poisson, il faut manger des produits de la mer, du poisson et tout. Elle me dit, ah non, moi je suis végétarienne. Je dis, ah bon, pourtant, visiblement, c'est vachement important, là. Après, j'apprends qu'elle va accoucher, qu'elle a d'énormes problèmes au niveau, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Elle m'avait pas dit qu'elle était enceinte. Gros problème au niveau de l'accouchement, on me demande d'intervenir, est-ce que je peux faire un truc à distance? Bah oui, j'avais dit qu'il fallait bouffer les produits de la mer, mais je comprends maintenant. Elle m'aurait dit qu'elle était enceinte. Les femmes chinoises, alors de l'ancienne Chine, hein, celles qui connaissaient l'énergétique chinoise, hein, pas aujourd'hui, hein, on protège les reins hein, quand on est enceinte, parce qu'on sait qu'on va prendre tout dans les reins, l'énergie des reins, où il y a le qi et le jin. Le jin, c'est l'énergie qui ne se renouvelle pas. Le qi, ça se renouvelle, ça vient de l'extérieur. Le jin, c'est un circuit fermé. Une fois que j'ai cramé, je suis mort. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas tous la même espérance de vie. C'est pour ça que ça ne marche pas, la médecine conventionnelle qui veut randomiser, parce qu'on n'a pas tous le même jin. Et puis on ne gère pas de la même façon. Énergie des reins. Donc les femmes enceintes, elles mettent des ceintures, des flanelles, elles gardent toujours les reins chauds. Et elles vont manger une alimentation adaptée au mouvement du rein, qui va stimuler le méridien rein et les reins. Parce qu'il va falloir avoir énormément d'énergie pour mettre l'enfant au monde et pour se remettre de cette grossesse aussi. Donc oui, si je suis végétarienne et que je ne veux pas manger de produits, moi ce que je peux comprendre, mais souvent il faut faire que tu bouffes des algues et des algues et des algues et puis boire de l'eau de mer, j'en sais rien, mais il faut que tu nourrisses ton énergie du rein parce que tu n'arriveras pas à mettre ton enfant au monde, tu n'auras pas la force nécessaire. Donc moi spontanément j'avais envie de manger du poisson cru, tu vois, un truc barbare, un truc archaïque quoi. Ah, Gollum. Le truc interdit. En plus, Gollum. grossesse. On fait du poisson cru. Ouais, Tu vois. C'est un truc archaïque qui remonte, tu sais spontanément, ça t'en as besoin. Donc c'est inné, c'est en nous et ça nous sert tout simplement à toujours nous adapter. Utiliser la mémoire du passé pour faire face au présent et assurer notre avenir. Si la mémoire non consciente est associée à de la douleur, de la peur, de la peur de la peur ou de la peur de la douleur, eh bien, par rapport à la situation que je suis en train de vivre, consciemment ou pas, hein, la mémoire non consciente, je suis dans la mémoire non consciente, et bien alors ça disjoncte. Et qu'est-ce qui se passe si ça disjoncte? Mon cortex, il est inefficace entre guillemets, il patauge dans le yaourt. Confrontation de ces deux mémoires plus l'attention. Pour stabiliser l'engramme et donc mémoriser de manière durable, il faut des répétitions, des rappels et de la réactivation. Mais pour stimuler l'attention, il faut de la nouveauté, de la curiosité et du jeu. Donc, pour enseigner, transmettre, il faut à la fois répéter, parce qu'il faut bien que ça rentre dans la mémoire. Le cerveau, il a besoin en général que je répète 3 fois, au moins 3 fois pour intégrer. Mais si je répète toujours 3 fois de la même façon, il se fait chier. Alors il perd l'attention, donc c'est comme si j'avais rien dit et que j'avais pissé dans un violon. Il n'y a pas plus dur métier que celui d'enseignant, et on n'apprend pas aux enseignants à enseigner.
On leur apprend juste à ingurgiter de l'information. Ils n'apprennent pas à enseigner. Il faut qu'ils se démerdent tout seuls pour comprendre comment ils vont bosser. On leur dit, là tu auras des documents comme ça à remplir pour les acquis, les non-acquis, les trucs, et tu bosseras jusqu'à minuit tous les jours. Ils bossent comme des tarés les instituts aujourd'hui, y compris en maternelle, il faut qu'ils préparent la rentrée. Normalement en maternelle tu fais de la pâte à modeler. Quoi, je veux dire. Et du jeu, pour stimuler. Pour Bien sûr. Et c'est l'inverse. Comment tu peux avoir autant de boulot en étant institut de maternelle? Waouh. Donc, pour stimuler l'attention, il faut de la nouveauté, de la curiosité et du jeu. Donc il faut de la répétition, oui, mais sur différents modes, quoique proches, car la routine diminue l'attention. Donc il y a 3 conditions nécessaires pour optimiser le fonctionnement du cerveau. 1. L'excitation intellectuelle minimale. Pas trop de curiosité, sinon je vais être en survolté. 2. La notion de soudaineté et de priorité. Toujours réveillé. Tiens, il y a un truc nouveau. Je ne me suis pas endormie, sinon je m'endors. Formation réticulée. On va dormir, plus d'attention. Bon, ben, on se met de... Oh bah tiens, il n'y a plus besoin de lumière, là, on peut mettre sur off. Ça sert à rien, on consomme de l'énergie pour rien, il y a suffisamment de... Et 3, changement, curiosité et nouveauté. Donc répéter 3 fois différemment, sur un mode différent, stimuler, modifier en permanence. C'est un jeu d'acteurs. Les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants, ce sont des acteurs, des comédiens. Ils ont une présence sur scène énorme. Souvenez-vous de vos profs, ceux qui vous ont marqué, c'est peut-être pas ceux qui avaient fait le plus d'études en histoire ou en mathématiques, on s'en contrefout. C'était ceux qui étaient les plus passionnés, ceux-là nous ont passionnés. Quelle que soit la matière, et à ce moment-là, même en physique, vous étiez capable d'avoir des bonnes notes. Dès que vous aviez confiance en vous aussi, en arrêtant de vous prendre la tête parce que ah non, mais je suis plutôt dans les lettres, alors donc les maths, ça m'intéresse pas. Ah ouais, parce que c'est contradictoire les deux? D'où ça sort ça? L'inconscient collectif. D'où l'importance de la transmission de l'enseignement tant sur le fond que sur la forme, le phrasé, le jeu, la présence dynamique de l'enseignant, la sérénité du lieu, la sécurité affective, on va en reparler de ça, la mobilité, pas d'entrave physique au mouvement, notamment pour les kinesthésiques, c'est-à-dire que normalement, là, si vous voulez bouger, vous bougez, hein. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Un enfant, il ne peut pas rester assis que ça à son pupitre à écouter, il s'endort. Dolto, elle disait, laissez-les dessiner en même temps, laissez-les bouger. Ils apprennent, ils vous écoutent. Ils n'ont pas l'air de vous entendre, mais ils vous écoutent. Ils sont extrêmement attentifs, beaucoup plus que si vous leur demandez de vous regarder comme ça, regarder le tableau sans bouger. Non, là, tu perds l'attention. C'est faux, c'est tout pourri.